Bonjour, mon nom est Sean Devine, un représentant des ventes techniques chez Instruments ITM. Merci de vous joindre à nous pour le webinaire offert par l'Université ITM. Aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau sujet de l'heure, maintenance des systèmes UPS et des batteries avec Fluke. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone. Notre présentation durera à peu près 40 à 45 minutes. Puis nous aurons le temps à la fin pour les questions et les réponses. Nous vous encourageons à tout le fois de poser des questions. Il suffit d'utiliser la fonction chat et nous ferons un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation lors de la période de questions. ITM Instruments travaillant en étroite collaboration avec Fluke depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un principal distributeur de Fluke. Ceci, c'est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations de performance de métrologie, tomographie, analyse de vibration, infiltromètre et d'analyse de puissance. Il est un représentant technique en équipement de test et mesure depuis plus de 30 ans, donc pour plus de 25 ans pour Instruments ITM. S'il vous plaît, Claude, vas-y, merci. Bien, bonjour tout le monde. Comme mon ami Sean le mentionnait, mon nom est Claude Boudreau. Je suis représentant de ITM Instruments depuis plusieurs années. Des fois même, on dirait que je fais partie des meubles maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu délaissé, qui est un petit peu mal connu. C'est la maintenance des systèmes de batterie, des systèmes UPS. Souvent, en industrie, ce qu'on se rend compte, c'est que les batteries sont prises pour acquis et on les laisse faire, on ne sait pas ce qui se passe. Puis dans certains cas, il peut y arriver des événements catastrophiques. Il y a eu entre autres cet été un gros incendie dans l'Illinois, proche de Chicago, où une usine au complet a passé en feu suite à un feu au niveau de ces batteries. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne conscience, qu'il faut qu'on soit au courant que la journée qu'on a besoin de nos batteries, si on n'a pas fait de maintenance, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Donc, il peut y avoir d'autres dangers aussi, parce que les systèmes de batterie vont avoir une fonctionnalité de nous aider à fermer nos systèmes sécuritairement, et ainsi de suite. On va parler de ça aujourd'hui. Comme Sean disait, on va avoir environ pour 40-45 minutes là, à m'écouter. Par la suite, on va répondre à vos questions. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau du feed, je vais couper mon vidéo pendant la partie de présentation. C'est simplement pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problématique au niveau du feed de communication pour la présentation, qu'il n'y aura pas de lag. Sur ce, on va commencer avec le système de maintenance des systèmes d'alimentation sans coupure, plus précisément les UPS, ainsi que les batteries. Lorsqu'on parle de la maintenance de la batterie et des onduleurs, il faut qu'on regarde c'est quoi les bonnes pratiques, puis qu'est-ce qu'on devrait faire comme système de maintenance. À l'agenda, on va regarder la mise en service, la maintenance et le dépannage de l'onduleur. On va regarder les technologies pour pouvoir faire des vérifications, que ce soit l'imagerie thermique, les mesures à l'aide de l'analyseur de puissance, mesures avec les oscilloscopes. Par la suite, on va regarder la technologie des batteries. On va regarder les normes et les lignes directrices sur les essais de batterie. Puis, on va regarder les mesures de l'état de l'analyse de batterie avec les analyseurs de batterie. Si on commence à la première étape à essayer de regarder c'est quoi notre système de UPS, c'est quoi notre système d'alimentation, on a également un ensemble. On va avoir l'alimentation normale, donc l'alimentation électrique qui nous arrive de nos utilités. Dans le cas du Québec, c'est majoritairement par Hydro-Québec. Par la suite, on va passer à travers un chargeur qui, lui, va prendre le AC, va convertir ça en DC pour nous aider à garder nos batteries en charge.
À la sortie des batteries, ben là, on va avoir l'inverse. On va avoir un inverter qui va prendre le DC et qui va recréer du AC. On va avoir ensuite de ça des switches tactiques, des bypass manuels, et ainsi de suite, pour finalement s'en aller à nos charges, que ce soit les charges critiques, que ce soit nos ordinateurs, que ce soit si on est dans un hôpital, tous les systèmes de respirateurs, et ainsi de suite, qu'on pourrait voir, ou simplement une charge temporaire, le temps qu'on ait des génératrices qui vont partir. Mais ce système-là a une importance. Dans certaines usines, ça peut être une raison de sauver une explosion, dans le sens que s'il y a une perte électrique, il faut que nos batteries embarquent assez longtemps pour que nos processus de sécurité puissent embarquer l'une après l'autre pour s'assurer que tout va bien. La première chose qu'on peut faire, c'est de se servir de ce qu'on appelle notre caméra thermique. Beaucoup de gens vont faire de l'imagerie thermique en industrie, mais la seule chose qu'ils vont faire, c'est réellement le minimum qui va être les panneaux électriques, et ainsi de suite. Oui, c'est une très bonne utilité parce qu'on va pouvoir voir les surchaudes, les connexions desserrées. Donc, on peut vérifier les disjoncteurs, les panneaux électriques, les commutateurs de dérivation, les unités de distribution, les batteries, les circuits imprimés, les transformateurs, les condensateurs. Donc, on peut réellement faire une multitude de tests possibles. Mais une des affaires qu'on oublie souvent, c'est nos bancs de batteries. Un des premiers problèmes avec les batteries, c'est ce qu'on appelle l'emballement thermique. C'est la chaleur qui va augmenter graduellement, puis qui va faire qu'à un certain moment donné, nos batteries vont tomber dans un mode d'emballement, puis ça va augmenter, 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 jusqu'à temps que la batterie prenne en feu. Bien, une des raisons de cette problématique-là est simplement due au fait qu'on a une mauvaise circulation d'air. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris leur caméra thermique, qui ont été voir leur banc de batterie pour essayer de déterminer est-ce que mon système de circulation d'air est adéquat? Est-ce que mes batteries sont toutes à des températures uniformes? Est-ce que j'ai des endroits où est-ce que la température est plus chaude qu'à d'autres? Bien, déjà, avec ça, ce serait peut-être une très bonne idée d'essayer de comprendre. On se rend compte qu'on a toujours, entre la cellule 10 et la cellule 11, une élévation de la chaleur. Pourquoi? Peut-être que notre flot d'air est coupé. Donc, juste là, on a un outil qui est super pratique, mais qu'on peut-être on n'a pas pensé de faire. On peut faire la même chose aussi au niveau de tous nos centres informatiques, de s'assurer que le flot d'air circule comme il faut dans nos centres informatiques, de voir peut-être qu'on a certaines composantes qui peuvent changer de place. Donc, ça, on va appeler ça faire du mapping, faire un peu comme une carte de notre système. Fait que si on s'en va dans notre salle de batterie, puis qu'on prend des photos, puis qu'on essaie de tout regarder ça ensemble, bien, on va peut-être voir les zones où est-ce qu'on a des problématiques ou non. Lorsqu'on regarde les images thermiques, bien, les images thermiques, ce qui est merveilleux, c'est que ça nous donne beaucoup d'informations. Quand on s'en va au niveau des problèmes électriques, bien, souvent, les problèmes vont être de deux sortes. Soit ça va être un problème au niveau d'une mauvaise connexion. Donc, la photo en haut à gauche, où est-ce qu'on voit proche d'une connexion une grosse coloration rouge, puis plus on s'éloigne, la température devient de plus en plus normale, puis éventuellement devient normale. Donc, ça, on appelle ça une queue thermique. Ça, c'est un signe d'un problème de connexion. Ça peut être aussi un problème de charge. On peut avoir une charge qui va être beaucoup plus chaude que les autres, il y a plus de courant qui passe, donc on va être capable de le voir. On peut voir justement, dans certains cas, des mauvaises composantes, peut-être un fusible, comme dans la photo du milieu, une fusible qui est beaucoup plus chaude. Si j'ai la même charge partout, c'est peut-être que ma fusible n'est pas adéquate. Dans certains cas, il faut faire attention parce que des fois, c'est peut-être le froid qui est mon problème. J'ai des gens qui m'ont rapporté avoir vu en usine quelqu'un qui a pensé bien faire, probablement qu'il n'y avait plus de fusible lors d'un problème, puis temporairement, il a été mettre un fil de cuivre à la place de la fusible, puis il a remis un fusible en avant qui était défectueux. Fait que dans ce cas-ci, l'image thermique de la fusible qui était froide était l'image qui était problématique. La fusible n'avait aucun job là-dedans parce qu'elle n'existait plus, elle était bypassée par un fil de cuivre. Donc, faire attention. Quand on fait de la thermo, ce n'est pas nécessairement un chaud qui est un problème, ça peut être dans certains cas du froid. Donc, si on revient avec notre système de UPS, ou si on a mieux notre système qui va
prendre notre AC, le transformer en DC pour charger nos batteries, prendre le DC, le remettre en AC pour envoyer à nos charges. Bien, pour faire ces vérifications-là, l'idéal va être de travailler avec un analyseur de puissance. Il y a certains tests qu'on va faire au début, lors de l'installation. Puis, il y a d'autres tests qui doivent être faits sur une base combinée, pas combinée, mais sur une base répétitive. Donc, il faut qu'on vérifie dans le temps s'il n'y a pas de changement. Quels sont les types de tests qu'on peut faire avec un analyseur de puissance? Bien, la première des choses, on peut vérifier le fonctionnement des alarmes et des onduleurs. Donc, on va faire des vérifications de la fonctionnalité, de l'affichage, des alarmes, etc. On peut aller voir ensuite de ça des tests de spécification de l'onduleur. Est-ce que notre signal est adéquat? Est-ce que j'ai une belle forme d'onde à la sortie de mon onduleur? Est-ce que les charges, est-ce que le courant, les kilowatts, les kVA et le facteur de puissance correspondent à la demande? Puis là, à ce moment-là, on va varier la charge de 0 à 100 on va faire des steps de 25 pour s'assurer que tout au long du processus, on a un beau signal qui va me permettre de remplacer mon alimentation lorsque je vais en avoir besoin. On va faire aussi un test de rodage. Donc, on va s'assurer que tout est à pleine charge, puis par la suite, bien, on va faire fonctionner sur les batteries pour la durée de vie selon ce qu'on a comme batterie. Ça peut être 8 à 24 heures, puis à ce moment-là, on va faire un test au niveau de nos batteries pour s'assurer que tout le système supporte le temps qu'il est supposé supporter. On a ensuite de ça des tests de charge transitoire. Bien là, on va s'amuser. On va passer de 0 à 100 on va tourner à 0. On va faire du 0, on va aller à 50 on va tourner à 0, 50, 100. Donc, il y a plusieurs types de tests comme ça qui peuvent être faits pour s'assurer que notre système est adéquat. Puis, dans certains cas, il y a des normes qui vont être spécifiques, qui vont vous dire les tests qui doivent être faits, puis à quel intervalle que ces tests-là doivent être faits. C'est quelque chose que si vous ne faites pas, ben, c'est peut-être le temps de commencer à vous informer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis là, ben, ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être fait. Dans certains cas, on va peut-être vouloir regarder en même temps l'entrée de notre système et la sortie de notre onduleur. Mais à ce moment-là, c'est sûr que si je veux faire ce test-là, je vais avoir besoin de 2 analyseurs en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas 2 analyseurs, ben, nous, chez ITM, on en a location. À ce moment-là, ça peut peut-être être de quoi qu'on va louer pour ce test-là spécifique qui va arriver quelques fois dans l'année. Donc, à ce moment-là, on peut louer un deuxième analyseur au lieu de faire l'acquisition. Si vous avez accès de demande, ça vaut la peine de vous équiper comme il faut. Mais dans certains cas, on va avoir besoin de 2 analyseurs pour faire 2 mesures simultanément. On va faire des tests de démarrage, d'arrêt de l'onduleur. On va les faire à 50 on va les faire à 100 on va mettre l'onduleur hors ou sous tension. On va enregistrer les transitoires. Comment que le système réagit? Combien de temps ça prend au système pour réagir, pour nous donner une belle forme d'onde? On va regarder les tensions de charge, on va regarder le courant de la charge, puis le courant des différents secteurs 2, secteur 1, et ainsi de suite. Donc, comment que le courant se comporte à différents endroits dans notre système. On va faire des tests de perte et de retour de l'alimentation. Donc, on va démontrer le bon fonctionnement de l'onduleur pendant 15 minutes à pleine charge, pendant une panne de courant. On va vérifier les cellules des batteries avant et après. Donc, ce qu'on veut voir en réalité, c'est j'ai fait mon test, après 15 minutes, comment les cellules ont réagi. Puis là, on va pouvoir vérifier les cellules avant et après pour voir est-ce que toutes mes cellules ont bien réagi, est-ce que mon système a suivi ce qu'il devait faire. On va faire des tests de perte et de retour de batterie de l'onduleur. Donc, on va exécuter le module de charge normal. On va mettre l'entrée principale de l'onduleur sous tension et hors tension. Encore là, on va enregistrer les transitoires. C'est réellement, c'est ça qui est la grosse clé. C'est comment rapidement ton système revient comme il faut pour éviter d'envoyer des transitoires dans ton circuit qui pourraient créer des problèmes à tes équipements. Ça, c'est un des tests qui doit être fait. On va faire les tests de transfert de charge. Donc, on va opérer le module de charge normal. On va mettre le disjoncteur principal, la batterie de l'onduleur sous tension, hors tension. On va encore là enregistrer les transitoires, la tension de charge, le courant de charge, et ainsi de suite. On va faire des transferts de l'onduleur au test de déviation de retour. Donc, on va exécuter le module de charge normal. On va le faire fonctionner en fonction normale.
Puis on va mettre l'onduleur hors tension, sous tension, jusqu'à ce que la charge soit en dérivation statique. Puis ça, cette procédure-là va être inversée de la dérivation statique de l'onduleur. Donc, on veut s'assurer que, encore là, combien de temps mon système revient en mode normal, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours noter la tension de charge, le courant de charge, le courant de dérivation. Donc, c'est l'élément de tous les tests que l'analyseur de puissance va me permettre de faire afin de m'assurer que mon système est fonctionnel. Il y en a beaucoup qui ne pensaient peut-être pas servir d'analyseur de puissance pour vérifier les bandes de batterie, mais oui, il y a des tests qui doivent être faits. On a aussi les oscilloscopes. Avec l'oscilloscope, on va pouvoir vérifier les entrées, le circuit intégré, les circuits imprimés, les commandes pour les charges, l'onduleur. Donc, c'est juste de voir les pulses qui sont générées par l'onduleur. Est-ce que mon onduleur me permet d'avoir une belle forme d'onde? Parce que la forme d'onde, on est parti du DC, puis on a fait du AC. Fait que là, à ce moment-là, on utilise le principe de faire des pulses avec du temps différent pour recréer une belle sinus. Si j'ai un problème avec mon onduleur, il est possible que ma sinus ne soit pas adéquate. Fait que là, avec un oscilloscope, je vais être en mesure d'aller regarder en détail et de voir ce qui va se passer. On va enregistrer le transfert du commutateur statique de l'alimentation normale de l'onduleur à l'alimentation de dérivation. Fait que là, on va être capable de voir si les SCR font passer de la puissance normale à la puissance de dérivation en moins de 4 millisecondes. Pour s'assurer que les charges critiques ne tombent pas. Parce que, comme on disait tantôt, quand on a besoin du système, il faut qu'il soit fonctionnel. Si on a une problématique, puis la journée qu'on en a besoin, on n'est pas assez rapide pour revenir en mode normal, bien, il y a peut-être des composantes de mon système, de mon industrie qui vont tomber. Ça, c'est important de le savoir. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités dans certains oscilloscopes, comme dans le cas des oscilloscopes portatifs flou, où est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le scope recorder. Fait que là, le système enregistre tout l'événement, on peut retourner en arrière, on peut aller analyser les détails. On peut faire un zoom avant-arrière. Avec le oscilloscope de flou, c'est qu'il garde un certain nombre de cycles en mémoire continuellement. Fait que quand on fait une sauvegarde, bien, on a la possibilité de retourner dans le temps. On a aussi des tests de l'enveloppe. Mais là, ça nous permet de demander qui va faire une trace un peu comme un crayon de mine. Et à chaque fois que le cycle va passer, il va l'enregistrer puis il va garder les variations. Fait que ça va me donner une belle enveloppe. Puis là, je vais pouvoir déterminer si je suis à l'intérieur de mon enveloppe ou non. Donc, est-ce que je suis en mode réussite ou échec? Si on regarde la photo du bas, on voit une belle enveloppe en gris, puis ma forme d'onde en rouge qui, à un moment donné, a sorti à un certain moment donné qui n'est pas normal. Donc, en résumé, lors de la mise en service, on va faire une inspection thermique. On va s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans la mise en service. On va mesurer à l'aide de l'analyseur de puissance les tests de préinstallation, les tests avant de connecter les charges critiques. Donc, on veut s'assurer qu'avant de mettre mes charges, que tout est correct. On va faire nos essais combinés. On va brancher les charges critiques et les essais tout en faisant le générateur de secours. Au niveau de l'entretien, encore là, on va refaire une inspection thermique parce que ça ne veut pas dire que lors de l'installation, que tout était bon, qu'aujourd'hui, on est encore dans des bonnes conditions. Peut-être qu'il y a eu un changement, surtout lorsqu'on prend les systèmes de flot d'air. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui a passé, qui a fait une modification au niveau de notre système de ventilation, puis on a mis une dérive qui fait que maintenant, le dévidage ne se rend plus à la même place sur les batteries. Je peux avoir aussi une batterie qui commence à être défaillante, donc qui va montrer un signe d'élévation de la température. Je peux avoir des raccords qui sont desserrés, donc à ce moment-là, je vais voir rapidement. On va refaire du thermique. On va servir encore là de l'analyseur de puissance. On va faire des essais combinés. Il y en a, ça va être des essais qui vont chaque mois pour les groupes électrogènes. Il y en a d'autres, ça va être chaque année. On a différents types de tests qui vont être faits. Il y a des tableaux qui existent avec des recommandations, à quel intervalle tel et tel test doit être fait. Au niveau du dépannage, bien là, on va pouvoir, dans le cas d'un dépannage, il y a un trouble, on a eu une alarme quelconque, on va s'en aller encore là avec un caméra thermique.
essayer de voir rapidement s'il y a quelque chose au niveau de la température qui nous indique d'où peut venir le problème. On va refaire nos mesures de l'analyse de puissance pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce qui pourrait ne pas fonctionner correctement. Puis, dans certains cas, on va servir du scope meter pour vérifier la synchronisation rapide des signaux. Donc, on va faire différents tests possibles avec nos équipements. Les piles fixes. Fait que tantôt, on a parlé plus du système qui va prendre notre DC qui va faire du AC ou qui va prendre notre AC pour s'occuper de charger les batteries ou si on a mis les piles. Là, on va aller également dans la partie des piles. L'application des piles fixes, c'est énorme. La plupart des systèmes d'alimentation de secours sont pris en charge par des batteries fixes. Les systèmes d'alimentation de secours vont comprendre les oscillateurs, les EPS, l'alimentation DC, etc. Dans quelle industrie on trouve ça? Une multitude. Dans les installations critiques, que ce soit au niveau des systèmes de finances, les banques, les instituts, les hôpitaux, les aéroports, les systèmes de radiodiffusion, tout ce qui est militaire, les centres de données. Aujourd'hui, les centres de données, si ça plane, on est pas mal tout ennuyé pendant très longtemps. C'est tous des systèmes critiques. Puis ça, ça peut être des installations complètes, mais ça peut être aussi une petite section à l'intérieur de votre usine. Donc, tu peux te retrouver un centre de données. Peut-être que dans ton usine, tu as tous les ordinateurs principaux, mais ça, pour toi, c'est ton centre de données. Ce n'est pas un centre de données en tant que tel. Tu as une partie centre de données. Les aéroports, la même chose. Les lumières coupent pendant que l'avion est en train d'atterrir. C'est pas pratique trop. Si tous les systèmes dans les tours de contrôle tombent, qu'est-ce qu'on va dire aux pilotes tournant à la ronde? Là, on ne sait pas où est-ce que vous êtes. C'est toutes des choses qui peuvent être importantes. Dans les hôpitaux, on ne veut pas être pris sur un lit d'hôpital ou encore pris sur une salle d'opération, puis se faire dire oh, garde, voulez-vous brancher le générateur parce qu'on manque d'électricité? Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes. Les systèmes de télécommunication, bien, eux, dans leur cas, ça va être beaucoup de sources DC, parce que d'autres travaillent sur du 48 volts DC. Donc, c'est sensiblement la même chose. Ils prennent l'AC, ils font du DC avec, ils vont servir, mais en même temps, ils vont avoir besoin de bandes de batterie DC pour embarquer. Donc, eux, la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas le ondulateur par la suite pour faire du AC. Tout ce qui est les sous-stations de service public, mais eux autres, ils veulent être capables de régénérer soit du centivolt ou plus, et dans certains cas aussi du DC. Les chemins de fer, tout ce qui est pétrole et gaz, nous autres, dans le cas, c'est beaucoup pour les protections. Une usine de pétrole, une usine de gaz, s'il y a une perte d'électricité en plein milieu d'un procédé, on veut s'assurer que tout va se fermer comme il faut. Donc, les éoliennes, les autres, les éoliennes, ils vont générer du AC, ils vont faire du DC avec, changer des bandes de batterie, ensuite de ça, ils vont donner du AC pour qu'on ait notre électricité quand on a besoin. Les systèmes d'éclairage de secours, ventilation, tout ce qui est stockage d'énergie renouvelable, que ça vienne des éoliennes, que ça vienne des panneaux solaires. Donc, c'est toutes les choses qu'on va avoir encore là, des systèmes. Puis, il y a de plus en plus d'études, de plus en plus de recommandations qui sont faites pour être sûr que la maintenance est bien faite, que l'installation est bien faite, pour éviter des problèmes, comme on disait tantôt, d'incendie, etc., etc. Le fonctionnement de la batterie. Bon, une batterie, ça se compose d'un certain nombre de cellules qui vont être connectées ensemble en série, souvent appelées une chaîne. Chaque cellule a généralement une tension d'environ 2,2 volts. Les cellules sont connectées sous forme de batterie pour fournir une tension de fonction adaptée à l'équipement utilisé. Donc, on va souvent avoir des batteries de 6 volts, de 12 volts, de 24 volts, de 36 volts. Mais à la base, c'était toutes les petites cellules de 2,2 volts, de 2 volts. Les batteries peuvent être connectées en série pour fournir plus de tension. Donc, 4 fois 12 volts me donner 48 volts. Puis là, à ce moment-là, on va aller augmenter la capacité de notre système. Donc, c'est de là qu'on va se retrouver avec des bancs, avec une quantité de cellules énorme, dépendant de la tension qu'on va être capable de générer. Il y a différents types de cellules. On va avoir de plus en plus ce qu'on appelle les lithium-ions, qu'on voit beaucoup. Ça, c'en est justement qui nous ont fait réaliser que les incendies peuvent être dangereux. On a tout vu de la Tesla passer en feu quelque part dans les communications. Donc, c'est de là qu'on a réalisé qu'il faut faire attention. Mais des autres technologies aussi, c'est d'autres batteries qui ont des possibilités de prendre en feu s'ils sont mal entretenus.
On a les nickel-cadmium, nickel-métal-algril. On a acide plomb, donc les anciennes appelées acide plomb qui étaient utilisées, c'était des batteries humides où est-ce qu'on rajoutait de l'eau puis de l'acide dedans ou besoin. Donc, il fallait faire en plus des tests généraux qu'on parlait tantôt. Il fallait vérifier le niveau d'eau. Il fallait s'assurer qu'on avait toujours le bon mix d'acide, donc avec un appareil pour la qualité spécifique. Donc, ça, c'est des tests qui sont encore possibles si vous avez de ces batteries-là encore. La plupart aujourd'hui s'en vont sur des VRLA où là, c'est vendu des batteries acide plomb, la même chose, mais maintenant avec du gel à l'intérieur ou avec un tapis de verre absorbant. Fait que là, on a enlevé la partie liquide dans ces batteries-là. Souvent, ces batteries-là sont appelées des batteries sans maintenance. C'est pas vrai. Dans le sens que oui, il y a moins de maintenance, mais il y a toujours de la maintenance. Fait que si on fait une comparaison, donc les batteries du plomb acide, ça c'est ceux qui ont inondé le marché. Une des raisons, c'est que ça avait une densité d'énergie qui était plus élevée par rapport au VRLA. Ça peut fonctionner avec des cycles de charge sévères, donc ça peut être long, ça donne une meilleure durée de vie. Ça nécessite un entretien régulier, ça a un régime de charge simple. Mais cependant, il y a des fumées qui sont présentes pendant le chargement qui sont un petit peu moins intéressantes. Lorsqu'on va avec les VRLA, là, ça, c'est des batteries scellées techniquement sans entretien, avec, comme on disait tantôt, soit le tapis, le gel pour faire l'électrolyte. Ça n'a pas de fumée de charge, puis ça a un courant de charge précis, puis ça prend un courant de charge précis pour maintenir la durée de vie des batteries. Si on n'a pas un bon système de charge, ces batteries-là vont se détériorer plus rapidement. Les batteries sans entretien doivent être entretenues. Comparativement à la batterie à l'eau libre, non entretenue, la batterie VLRA n'a pas besoin d'être entretenue périodiquement avec de l'eau distillée. Les batteries sans entretien doivent être testées car elles se détériorent dans plusieurs modes de défaillance. Ça peut être la corrosion, ça peut être des courts-circuits internes, ça peut être de la sulfatation, de l'assèchement, ça peut être de la défaillance d'étanchéité. Puis, il y a des incidents catastrophiques à batterie dus à un entretien négligé. Les pannes de batterie, les causes. Bon, mais les causes, comme on disait tantôt, il y a la dérive thermique, on s'en est vu l'emballement thermique. Il y a les connexions entre les bornes et les cellules qui sont desserrées avec le temps. Ça peut être desserré, soit par le fait qu'il y a un changement de température, mais ça va créer un peu plus nos connexions. Ça peut être dû à des surcharges, donc, ou des sous-charges, une erreur dans la présentation. Si tu es trop chargé ou pas assez chargé, ça peut être un problème. Ça peut être un problème dû à la tension de ventilation, puis ça peut être simplement dû à la pièce. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une pile de la chaîne tombe en panne? Si une seule pile s'ouvre, une seule cellule, la chaîne entière va se déconnecter et la charge n'est plus supportée. Une batterie défectueuse affectera la durée de vie utile de la batterie adjacente. C'est-à-dire que si j'ai une batterie qui est problématique, ce qui va arriver, c'est que cette batterie-là va surcharger les batteries qui sont à côté. Donc, tranquillement, on va augmenter le nombre de batteries qui sont défectueuses, qui vont devenir défectueuses. C'est pour ça que c'est important de savoir rapidement s'il y a des cellules qui sont problématiques pour pouvoir s'en occuper, les isoler, les remplacer au besoin, et ainsi de suite. Une batterie ou une interconnexion avec une impédance élevée pourrait surchauffer, s'enflammer ou même exploser pendant la décharge. Donc, ça encore là, c'est important. Si on a un problème avec une connexion interne, si on a un problème au niveau de la charge d'une résistance d'une batterie, ça peut créer des problématiques. Il existe des standards. Donc, le IEEE, le standard 1188, ça date de 2014, puis qui recommande des périodes d'entretien. Il y en a que ça va être mensuel, il y en a que ça va être trimestriel, il y en a que ça va être annuel ou simplement initial. On va avoir entre autres la tension totale mesurée au bord, le courant d'attention à la sortie du générateur, le courant continu, la température ambiante, la température des pôles négatifs de chacune des cellules, la valeur ohmique interne des batteries. Donc, il y a beaucoup de choses, la vérification des onduleurs. Fait que ça, c'est des calendriers recommandés pour l'essai de décharge. Un essai d'acceptation doit être effectué à l'usine du fabricant lors de l'installation initiale
périodiquement, l'intervalle ne doit pas être supérieur à 25% de la durée de vie prévue ou à 2 ans, selon le moins élevé des deux. Puis chaque année, lorsqu'une batterie atteint 85% de sa durée de vie, c'est-à-dire que lorsqu'on a atteint un certain laps de temps, là, on diminue parce qu'on veut s'assurer de maintenir notre batterie comme il faut. L'état de la batterie, bon, on va vérifier le niveau de charge. Donc, quelle est la charge de la batterie, quelle est la quantité d'énergie que la batterie peut fournir. On a des tests hors, les piles ne peuvent pas être utilisées pendant un certain temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Un des tests qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un test de décharge. Là, on va réellement débrancher notre système, on veut voir comment nos batteries vont supporter la charge. Quand on fait ce test-là, le seul danger, c'est que par la suite, lorsqu'on remet les batteries dans le circuit, donc lorsqu'on remet les batteries sur la charge, ben, les batteries, ça va leur prendre une certaine période de temps avant de reprendre leur pleine capacité. Donc, si on vient de faire ce test-là, puis qu'on n'était pas prêt, on remet les batteries en charge, puis qu'on a une demande subite, ben là, on est dans le chemin, parce que ça est arrivé. On a l'autre possibilité qui va être de faire les tests lorsqu'ils sont directement sur le chargeur. Donc, dans le premier test, on vérifie les niveaux de charge en débranchant la charge. Là, maintenant, on peut faire des tests en ligne. Ça peut être des tests qui vont être effectués lorsque les batteries sont toujours disponibles. Donc, ça a changé beaucoup notre façon de tester. Dégradation des batteries. Bon, ben, la principale cause de panne de batterie, c'est la chaleur. Pour chaque 8 degrés Celsius, ou 15 degrés Fahrenheit, pour ceux qui travaillent encore à l'anglaise, de température moyenne, la durée de vie de la batterie est réduite de moitié. Donc, quand on disait tantôt que l'installation des batteries est importante, que le système de ventilation où est-ce que sont les batteries, c'est important, on en a un exemple. Les batteries sont installées à un endroit où la température ambiante est de 8 degrés supérieure à ce qu'elle devrait être, mais là, tu viens de prendre tes batteries et tu viens de couper la moitié du nuit. Il faut aussi, ensuite de ça, ben, si on a l'expulsé l'électrolyte de batterie, on peut avoir la dégradation des plaques, donc les anneaux des cathodes dans les batteries qui sont lorsqu'on est en surcharge. On peut avoir la sulfatation, ça c'est on transforme l'oxyde de plomb en cristaux. Ça peut être aussi de l'érosion, de la corrosion des grilles, de la corrosion des grilles. Donc, l'oxyde de plomb tombe sur les plaques, peut causer par une surcharge, de l'évacuation, puis ça peut causer aussi la corrosion en maintenance de charge. Tout ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter la résistance interne des cellules. Mais c'est quoi la résistance interne? Ben, la résistance interne, c'est qu'à l'intérieur de mon circuit, lorsque ma batterie va être en mode de génération, ben, on va avoir notre loi d'onde qui va s'appliquer. Donc, on va avoir une résistance E puis une impédance, qui inclut les éléments réactifs et inductifs. Les deux valeurs sont données en haut. La résistance de la batterie est ce qui reflète son état de santé. Lorsqu'on parle de l'état de santé d'une batterie, ben, en mesurant sa résistance interne, on est capable de déterminer si la batterie est encore aussi bonne qu'avant. La résistance interne de la batterie va fournir des informations utiles sur son état de santé. On va aussi s'en servir, on va détecter aussi des points chauds cachés. Puis les valeurs de résistance élevées sont souvent le point déclencheur pour remplacer une batterie vieillissante. Si on fait une maintenance régulière, si on vérifie notre résistance interne de nos batteries, on va être capable de déterminer lorsque nos batteries commencent à être défectueuses. Quand on parle des analyseurs de batterie Fluke, ben, ce que Fluke fait dans son analyseur, c'est qu'il va injecter le signal de courant. Il va envoyer 100 mA à 925 Hz. Il va mesurer une impédance. Puis, à partir de là, il va isoler la valeur résistive. C'est ça qui est la mesure qu'on va afficher. C'est la partie réelle de la mesure. C'est une méthode qui est rapide, ça prend environ 4 secondes. Ça raccourcit les temps d'essai en s'assurant une bonne précision. Donc, les mesures sont effectuées à l'aide d'une correction Kelvin en 4 fils pour garantir une précision de la mesure de la résistance. Les mesures Kelvin, ben, c'est de 4 fils. Ceux qui se souviennent d'avoir vu ça, on a 2 fils qui envoient le courant, puis à l'intérieur, on a 2 fils qui vont mesurer la tension, puis là, ben, la loi d'onde s'applique, on va déterminer la résistance. Donc, l'utilisation
des systèmes à 4 fils vont éliminer l'erreur des fils eux-mêmes. Parce que dans nos fils, il y a une résistance. Donc, en injectant et en mesurant à partir des mêmes fils, on va éliminer les fils. La façon que nos fils sont faits, bien, on a notre connexion. Donc, c'est une sonde axiale. Donc, on a un pôle qui va envoyer le courant. Puis, on a un pôle qui va détecter la tension. Puis, entre les deux, on a l'isolateur. Les sondes sont robustes, puis sont tranchantes, parce que souvent, il y a toujours un petit dépôt qui va arriver sur les connexions des batteries. Donc, là, à ce moment-là, avec ces pôles-là, on va comme réellement installer un bon contact métallique-métallique. Chaque type de sonde d'essai est de la même disposition, donc sont toutes dans le même principe. Il y a des kits aussi avec des probes inclinées, c'est-à-dire que si tu as des bandes avec de batteries, ou est-ce que tu as plusieurs batteries en profondeur, des fois, celles qui sont au fond sont dures d'accès, fait que là, à ce moment-là, on a des probes qui ont une inclinaison, c'est plus facile pour aller faire ta connexion. Donc, les sondes Kelvin sont robustes avec des embouts qui sont remplaçables. Donc, ça, c'est une fois de temps en temps, malheureusement, il va falloir remplacer les embouts. Mais au moins, on est obligé de changer les fils au complet. On a un mode de séquence de batterie qui va guider les utilisateurs tout au long du processus de test, tandis que les sondes de test intelligentes vont s'assurer de la précision des mesures et vont éliminer les erreurs. Les mesures clés, ben, c'est la résistance de la batterie, la tension, la mesure de la température du pôle négatif, la mesure de la tension d'ondulation, puis la mesure de courant. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec notre analyseur de batterie. Si vous regardez les probes noires, vous voyez qu'il y a comme près de l'embout un petit connecteur supplémentaire. Mais ce connecteur supplémentaire-là, c'est une sonde de température. Lorsqu'on parle du mode séquence, comme on l'expliquait tantôt, dépendant de la tension qu'on va avoir, on va avoir plusieurs cellules mises en série. Lorsqu'on fait le test, il faut qu'on fasse chacune des cellules. Lorsqu'on se sert du mode de séquence, là, à ce moment-là, on peut déterminer la quantité de cellules qu'on a. On fait notre pré-mesure. À ce moment-là, les mesures vont être enregistrées via la fonction autosave ou manuellement. Là, ça nous permet d'être plus rapide. On s'en va aux premières cellules, on prend la lecture. Il faut regarder mon image en bas. On voit que c'est marqué 3 de 32. Donc, j'ai 3 cellules de fait qui sont en noir. Puis, je suis en train de mesurer la 4e cellule. Puis, je vois en ce moment que la tension était la résistance de 2,64 millions, la tension de 13,23 ohms. Donc, ma lecture est faite. Puis, à ce moment-là, je vais m'en aller à la cellule suivante. On est capable d'avoir jusqu'à 100 profils dans l'appareil. On peut utiliser le modèle de logiciel PC pour télécharger l'instrument. Ça peut être créé à partir de 0 dans l'instrument. Donc, si on arrive sur un nouvel job, un nouveau banc, puis on n'avait pas prévu de le faire avant avec le PC, bien, directement sur l'appareil, on peut donner un nom de site, on peut donner un nom d'appareil, on peut donner un identifiant, la configuration, donc combien de batteries j'ai dans cette configuration, le nombre de cellules. Est-ce que je pars à la première ou je pars avec un autre lorsque je vais faire une mesure? Le type de batterie, la capacité. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut programmer directement sur l'appareil. L'affichage typique, bien, on va avoir le numéro de la batterie, le numéro de la cellule testée. On va voir notre barre de progression, comme j'expliquais tantôt, avec le nombre total de cellules dans la chaîne selon le profil. On va voir aussi ceux qui sont faits, ceux qui ne sont pas faits. On va avoir aussi le curseur. On va pouvoir utiliser le curseur pour changer manuellement d'une cellule à l'autre. On a aussi la lecture moyenne. Donc, après un certain nombre de mesures, il va nous afficher c'est quoi notre moyenne. Donc, en ce moment, j'avais 6,57 millions sur la cellule numéro 2. Puis, la moyenne de ce banc-là était de 6,60. Là-dessus, j'ai quand même une indication assez intéressante. La résistance de cendre, parce que c'est bien beau de vérifier les cellules, mais peut-être que mon problème vient des interconnexions entre les cellules, donc les cendres. Ce qu'on peut faire, c'est dans ce cas-ci, c'est le mode STRAP, que le modèle est en anglais. On peut aller vérifier aussi les cendres. On peut faire les mesures résistantes de toutes mes cellules, puis je peux faire les mesures résistantes de chacune de mes cendres aussi, m'assurer que le problème ne vient pas d'une cendre qui est mal connectée.
Une fois qu'on a toutes ces données-là, ben là, le plus simple, c'est de faire l'analyse des tendances avec le logiciel. Fait qu'on va télécharger les mesures de séquence à partir du testeur. On va pouvoir voir l'histogramme de mesure de chacune des cellules. Fait que si on regarde mon image en haut, ben là, j'ai toutes mes cellules qui ont été prises. Tous ceux qui sont en vert sont parfaits. Ceux qui sont en rouge sont plus bonnes. Ceux qui sont en jaune sont un peu élevés. Fait que là, à ce moment-là, ben, dépendant du banc, si j'ai un banc qui n'est pas très vieux, ça vaut peut-être la peine de remplacer les 2 cellules qui sont rouges. Si j'ai un banc qui achèverait, ben là, peut-être qu'on n'a pas le choix de remplacer le banc complet. Là. Ça dépend de la durée. Mais s'il est neuf, ça me permet de pouvoir tout de suite prendre action. L'autre chose, c'est que je vais pouvoir garder des valeurs, puis à chacun des tests, là, à ce moment-là, je vais pouvoir créer une tendance, comme on voit sur l'image du bas, où là, je suis capable de voir dans le temps comment que mon banc de batterie commence à dégrader. Puis là, on va pouvoir faire des générations de rapports rapides, on va pouvoir créer des profils, des séquences, et ainsi de suite. Donc, en résumé, les batteries sans entretien vont quand même nécessiter une maintenance périodique. De faire un test avec les batteries sur la charge, avec des appareils comme le Fluke PT521, ça va avoir l'avantage de pouvoir vérifier l'état de santé, ça effectue alors que la batterie est disponible en service, donc on n'a pas besoin de les changer. Ça n'a pas d'impact sur la durée de vie des batteries, parce que quand on fait un test de décharge, bien là, ce qui se produit, c'est qu'en faisant le test de décharge, on hypothèque un peu nos batteries. Lorsque je le fais pendant que les batteries sont sur la charge, ça ne change rien. La résistance de la batterie, c'est un indicateur de la santé. Établir des lignes de base, observer les tendances au fil du temps, puis la résistance va augmenter lorsqu'une batterie perd de sa capacité. Les avantages de l'analyseur de batterie, ici, bon, ça va être de capturer les mesures de santé importantes. Ce qui est intéressant, c'est que l'appareil Fluke qui est catégorie 3 600 watts, donc on est protégé. Certains appareils sur le marché, malheureusement, n'ont pas cette capacité-là. On va être capable de stocker et d'organiser automatiquement les mesures via le mode séquence. Puis, le logiciel va nous permettre d'établir des analyses de tendance. Fait qu'on est rendu à la fin. On a fait pas mal notre 45 minutes comme on voulait faire. Maintenant, on va passer à la période de questions, si on a des questions. Oui, merci beaucoup, Claude. Il est le temps pour vous de profiter d'avoir un expert comme Claude connecté aujourd'hui pour poser votre question. Veuillez noter si vous avez des questions sur les produits ou une application spécifique. Nous encourageons de visiter notre site web itm.com. Vous pouvez trouver tous nos produits, prix, disponibilité et nos coordonnées pour nous poser des questions spécifiques. Nous serons heureux de vous aider avec tous vos besoins. OK, la première question. Quelle serait une bonne valeur de mesure de la résistance interne de la batterie? Ça, c'est la question qui nous est toujours posée. Malheureusement, la plupart des batteries n'ont pas été testées. Il n'y a pas de valeur recommandée. Fait que ce qu'on doit faire, si on est chanceux, si c'est un nouveau banc, bien là, à ce moment-là, la première fois, on va faire notre test, puis on va trouver c'est quoi notre valeur de départ. Si on a un banc de batterie qui est là depuis une secousse, là, à ce moment-là, ce qu'on va travailler, c'est avec la valeur moyenne. C'est pour ça que sur notre appareil, il y a toujours la valeur moyenne qui est affichée. Fait que déjà là, ça va nous donner une indication. Si toutes mes lectures sont autour de 6 millions, puis j'en ai une qui est à 10 millions, bien là, je sais qu'il y a quelque chose. Ça ne se peut pas que ce soit si haut que ça. Parce que si les batteries ont toutes été installées en même temps, on s'attendrait à ce qu'il y ait une résistance similaire dans chacun des cas. C'est là où est-ce que si on a une batterie neuve, super le fun. Si on a un banc de batterie plus âgé, bien là, il faut qu'on se crée une base de données, qu'on se fasse une moyenne, qu'on travaille à partir de la moyenne. Excellent, merci Claude. On a une autre question. Mourad demandait quel est l'impact sur la chaîne quand on change une ou plusieurs batteries? Bon, c'est sûr et certain que c'est là que je disais tantôt, si c'est un vieux banc de batterie, c'est pas une bonne idée de changer. Si c'est un banc qui est assez récent, parce qu'il faut s'assurer de toujours rester avec des équipements
similaires, identiques. C'est là où, à un certain moment donné, notre banc devient trop vieux, puis si on met une nouvelle batterie dedans, ce n'est pas nécessairement recommandé. Moi, ce que je ferais, dans un cas comme celui-là, avant de faire ce move-là, je vérifierais avec mon manufacturier de batterie qu'est-ce que lui en pense. Je dirais, regarde, j'ai réalisé que j'ai 2 batteries, ça m'a été installé en telle année, j'en ai 2 qui sont défectueuses, est-ce que tu penses que ça vaut la peine de remplacer des cellules ou non? Puis eux, étant des experts dans les batteries, vont pouvoir t'aider. Mais c'est sûr qu'il y a une influence, c'est pour ça que si c'est neuf, on est correct. Si c'est trop vieux, non, il ne faut pas non plus mixer les technologies, il faut qu'on reste dans les mêmes types de batteries. Merci Claude. On a une autre question. Quel type de batterie est-ce que d'analyser de batterie Fluke peut-il tester? Ça, c'est une très bonne question. On en fait plusieurs. Peut-être que l'idéal, c'est que s'il y a des batteries que tu as chez toi que tu n'es pas certain, à ce moment-là, on peut toujours valider avec Fluke ou peut-être même faire un test et voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. OK, merci. On a une autre question. Maurice a demandé, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que les batteries lithium est la batterie du futur? Dans votre opinion. C'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le lithium. Il y a même en Saskatchewan qui parle que la province va faire beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup de lithium local. Mais est-ce que c'est le futur? Aucune idée. Peut-être dans 6 mois, une nouvelle technologie va sortir puis ça va être ça le futur. On ne sait pas. D'accord. Je pense que c'est la dernière question. Quel est le nombre maximum de batteries que vous pouvez enregistrer? Je pense que c'est avec le Fluke BT500. Probablement que la question, ça doit être de savoir, parce que comme je disais tantôt, quand on fait un banc de batterie, c'est qu'on a beaucoup de séries, de batteries en série. Fait que ce que je comprends de la question, puis si ce n'est pas la bonne question, vous pouvez poser, là, mais ce que je comprends, c'est de savoir combien de cellules je suis capable de tester dans le mode séquence, entre autres. Dans le cas du Fluke, je peux avoir jusqu'à 450 cellules en séquence. Fait que ça me donne une idée là, de ce que je suis capable d'enregistrer. Excellent. C'est toutes les questions en ce moment, mais quand même, si vous avez des questions, envoyez-nous dans le chat, puis on peut envoyer par courriel une réponse après aussi. Je pense que c'est tout. Au nom de toute l'équipe de l'ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'instruments ITM est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site web itm.com pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Grâce à itm.com, vous aurez accès à notre liste complète de produits Fluke avec les descriptions et des spécifications. Vous trouvez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un membre de notre équipe d'assistance technique. Nous pouvons répondre à toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerons que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Nous avons des webinaires à venir au cours des prochaines semaines et mois. Veuillez visiter la section formation sur itm.com pour un calendrier complet des prochains webinaires et sujets. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 $ sur votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de vérifier. Merci beaucoup tous, mais merci Claude aussi pour une très bonne présentation. C'était très intéressant. Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup.